messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le démantèlement du quartier flottant d'Indoumbelane à Ouest Foire. L'opération vise à renforcer la sécurité dans la zone avec la destruction des taudis et autres installations irrégulières. La mise au point après les affrontements d'hier entre jeunes de la coalition Diomaye Président et ceux de la coalition Khalifa Président. Les deux partis séparément face à la presse dégagent leurs responsabilités et appellent à concentrer les énergies contre leur seul adversaire qui est le président Sall. Dans ce 20h, Abdoulaye Diallo nous replonge dans l'histoire du vélo à Kolda. Il était à l'époque un véritable moyen de déplacement et de support de communication dans le Fouladou des indépendances aux années 80. Reportage à suivre. Et puis l'enquête du dimanche avec les primes de la discorde des dirigeants du sport au retour des compétitions internationales. Des bénévoles doivent-ils amasser autant d'argent dans un pays où les moyens font cruellement défaut pour le développement du sport? Élément de réponse dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le quartier Ndoumbelane de Ouest Foire, ce bidonville, donc rasé par le ministère du cadre de vie. Ce quartier flottant était le théâtre de nombreuses agressions. La gendarmerie n'a pas mis beaucoup de temps pour démolir ces habitations synonymes de promiscuité. À la surprise générale, les gendarmes ont découvert une boulangerie clandestine qui opérait depuis plus de 13 ans sur ce site. Reportage signé Habib Faye avec les commentaires de Pafarani. Ces machines n'ont rien laissé sur leur passage. La cité Ndoumbelane de Ouest Foire n'existe plus. Ce bidonville a causé d'énormes dégâts aux habitants de Yoff et environ. À la surprise générale, la découverte de cette boulangerie clandestine. endroit yi nga xamante ni fa lay hygiène de lekk bi fa lay jógee fi ñu dafay lekk am hygiène ñu koy xool mais ñoom bu ñu liggéey ñun ñu war a def seen liggéey Sénégal dafa war a am ñu war a liggéey loolu mais pas que ñun ñu jël liggéey jàmbur di ko liggéey. Un acte déploré par le ministère chargé du cadre de vie qui n'a pas mis beaucoup de temps pour raser ce lieu. La fabrique n'avait pas d'autorisation, les normes d'hygiène n'étaient pas du tout respectées, donc c'est l'occasion pour nous de lancer un message de sensibilisation à l'endroit des Sénégalais pour qu'ils puissent davantage être beaucoup plus regardants par rapport à ce qu'ils consomment. Il y a l'aspect sécuritaire qui se posait. Donc il y avait un problème de sécurité. Les gens vivaient dans une promiscuité inqualifiable. Cette opération de démantèlement organisée par la gendarmerie est une bouffée d'air pour les habitants. Que la gendarmerie mën ñu taxaw li fi war mooy que ñu utal ñu benn poste de gendarmerie boo xam ne mën na taxawu askan bi pour ñu jëlee fi insécurité bi. ñu dimbali ñu jëlee fi lii yëpp dégager ko ñu wax aussi lancer message monsieur le ministre Mansour Faye pour tali bi mën fee jaar. Je pense que bu fekkoon tali bi ñëw na fi dootuñu am problème bi ndax dina tax au moins fii gën a leer gaa ñi mën a ragal fii. Accompagner la gendarmerie à résoudre ce problème-là de sécurité, mais également résoudre un problème, à savoir la lutte contre les bidons. Ndoumbelane, ce quartier flottant, était squatté par beaucoup de personnes qui semaient la terreur aux riverains. Désormais, la population de Yoff pourrait retrouver sa quiétude d'antan. Le ministère du cadre de vie n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre fin à l'existence de ce bidonville. Politique à présent, suite aux échauffourées et aux mises aux prises des partisans de Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko ce samedi lors du rassemblement organisé par le Front de résistance FIPO au terrain des HLM Grand Yoff. Les jeunes patriotes de la coalition Diomaye Président face à la presse ce dimanche dégagent toute responsabilité sur ce qui s'est passé, dénonçant toute forme de violence. Ils disent plutôt concentrer leurs efforts sur le déroulement du programme politique de leur candidat à la présidentielle. Nous suivons Alexandre Mapal Sambo, le secrétaire général, interrogé par Pape Farani. Dans le communiqué du F2D, on dit qu'il y a des acteurs bien identifiés. Mais je dois rappeler que la veille, le vendredi déjà, on avait eu écho d'une tentative de sabotage de ce rassemblement-là. Mais vous tous, vous êtes au courant et vous l'avez certainement traité.
le communiqué de la coalition n'a pas tardé, bien avant le rassemblement. Dans ce communiqué-là, il est dit qu'il fallait éviter toute provocation et de faire en sorte que ce rassemblement réussisse et que le message passe bien. Aujourd'hui, ce que l'actualité, surtout internationale, retient de ce rassemblement-là, c'est qu'on demande à ce que la date soit fixée avant le 2. Et maintenant, ce qui s'est passé, ça se passe toujours entre militants à la base ou entre sympathisants. Mais dans ce pays, dans les conditions normales de température et de pression, connaît Kouy Sabay. Donc ça c'est important de le dire. Nous, actuellement au sein de PASTEF, au sein de la coalition, notamment la jeunesse, nous avons pour objectif de conquérir le pouvoir par les voies démocratiques. On a comme plan d'action actuellement de former les militants et on va se déployer encore sur le terrain à travers des opérations de sensibilisation et de porte-à-porte. Maintenant, ce n'est pas des complots ou des intrigues mal ficelées qui vont nous dévier de notre trajectoire politique. Nous n'avons pas le temps de répondre à certaines provocations. Donc, patriotes, évitons de répondre au coup de l'âne. De leur côté, les jeunes de la coalition Khalifa Président sur les affrontements d'hier prônent l'apaisement politique. D'ailleurs, Bassirou Samb, secrétaire général de la jeunesse khalifiste au cours d'un point de presse organisé cet après-midi, annonce qu'un communiqué sera fait pour apporter des explications fermes. La coalition Khalifa Président restera toujours debout pour un état de droit, ajoute-t-il. Nous l'écoutons. Il y a lieu de se ressaisir. Il y a lieu de placer le Sénégal au-dessus de nos intérêts. Mais il y a lieu de regarder le combat qui est devant nous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, entre l'accessoire et le principal, aujourd'hui je préfère parler du principal. L'accessoire, c'est ce non-événement. Mais le principal, c'est réaffirmer notre dynamique, réaffirmer notre position à faire face à cette violation de la Constitution, mais c'est de rappeler au président Macky Sall qu'il a l'obligation de passer le témoin à son successeur le 2 avril, Inch'Allah. Et puis Habib Faye, immortalisé à Saint-Louis, le centre culturel et de formation de la vieille ville porte désormais son nom. La cérémonie d'inauguration a eu lieu au moment de la remise de diplôme à 60 jeunes formés dans plusieurs domaines de l'audiovisuel et de la culture. Sa famille a tenu à remercier le roi du Mbala, Youssou Ndour, qui a beaucoup fait pour Habib Faye. Ousseynou Diop, Habib Seck. L'élément n'est pas encore en place. Le bassiste Habib Faye, feu Habib Faye, donc immortalisé sans lui avec le centre culturel et de formation de la vieille ville qui porte désormais son nom. Une cérémonie qui a eu lieu au moment de la remise de diplôme à 60 jeunes formés dans plusieurs domaines de l'audiovisuel et de la culture. Sa famille a tenu à remercier le roi du Mbala qui a beaucoup fait pour lui. Si l'élément est disponible, donc je vous propose de suivre cet élément signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Car certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des professionnels, des étudiants, entre autres, à l'école de la prise de parole en public. L'association à but non lucratif Toastmasters s'emploie à dispenser des enseignements, des formations en communication, en leadership, entre autres, méthodes donc d'apprentissage, des mises en situation des ateliers. L'organisation est présente au Sénégal depuis 2009. Écoutons à ce propos Mohamed Seck et Moussa Gueye, membres de l'association. L'avantage du Toastmasters, vous êtes en contact avec d'autres personnes, d'autres horizons. On essaye d'enlever les tics, tout ce qui alourdit la communication et aussi sur le plan comportement. Et c'est là la pertinence maintenant de rejoindre un mouvement comme Toastmasters où dans un environnement bienveillant, j'ai un ami à Enza qui le disait tout le temps, le Toastmasters est le seul endroit au monde où on vous applaudit quand vous faites une erreur. Et ça, on n'en trouve pas ailleurs. On est là, on vous encourage à faire des erreurs parce que c'est dans les erreurs que nous apprenons à nous améliorer. L'actualité des régions à présent avec le Fouladou, comme je vous l'ai annoncé dans les titres qui étaient dans les années 60-80, la capitale du vélo.
à cause de l'ampleur de son utilisation à cette période dans la région. Le vélo qui était à l'époque un véritable moyen de déplacement et de support de communication. Il occupait une place prépondérante dans la vie des habitants de Kolda, mais aujourd'hui, il est concurrencé par les motos Jakarta. Abdoulaye Diallo. Le vélo ou bicyclette est un moyen de déplacement qui a été introduit au Fouladou par les colons. Justement, c'est venu avec son mot. Le vélo, c'est un mot déjà français. C'est un outil qui n'existait pas chez nous. C'est venu avec les colons. Ils sont arrivés avec. Voilà pourquoi on a acquis globalement le mot même, que ce soit vélo ou bien bicyclette. On dit vélo ou alors bicyclette. Donc les deux mots-là sont venus ensemble avec l'instrument. Parce que le vélo, effectivement, on ne peut pas tout de suite le dire à telle période, mais il est venu avec le colonisateur. C'est lui-même qui l'utilisait. C'était un moyen de communication pour lui-même, Amila. C'est ainsi que l'utilisation du vélo est passée des colons vers leurs proches collaborateurs africains qui vivaient et travaillaient avec eux. Et au fur et à mesure que l'occupation était là, le vélo était devenu nécessaire même pour les agents même qui travaillaient pour ces colons. Et c'était un moyen de communication pour eux-mêmes. Le vélo comptait plusieurs modèles. Il y avait un vélo qu'on appelait Griffon, c'était la marque Jasper. Et ce vélo-là, soit de marque française ou bien de marque britannique. Il y avait des vélos qu'on appelait Tapa 3. Quand on partait en saison hivernale à Kaolack, au retour, on achetait ces vélos-là là-bas, qu'on pédalait de Kaolack à Kolda. Il y avait des vélos qu'on appelait bleu clair qui sont devenus rares à nos jours. La bicyclette, à cette période, était un luxe au Fouladou. Et ça, c'est les périodes de nos naissances, vers les années 1960. Dans cette période-là, c'était vraiment les périodes phares de quelqu'un qui amenait un vélo. Mais là aussi, ce n'était pas tout le monde. C'était de rares familles, de rares personnes qui l'amenaient. Mais au fur et à mesure, c'est devenu un outil nécessaire, obligatoire même à la limite. On confond le vélo au Peul de Kolda tellement qu'ils en ont utilisé, parce qu'on disait que partout, c'était vraiment les meilleurs utilisateurs de vélo. Et je me rappelle bien, à Kolda, c'était la fête du 4 avril. On organisait des fêtes, on organisait des courses à vélo, par catégorie. La petite catégorie, la moyenne catégorie, la grande catégorie et la grande finale. Et là, je me rappelle bien, dans la zone, il y avait une communauté qu'on appelait les Gawinke. Les Gawinke, c'était les spécialistes du vélo. Cet outil a beaucoup contribué au développement socio-économique à Kolda. Jusque dans les années 1985, la plupart des courriers de l'administration territoriale étaient transportés par des vélocyclistes des préfectures vers les arrondissements et vice-versa. Et quand vous avez ce vélo-là, il vous facilite beaucoup le transport de certains éléments, ou bien les voyages entre les villages. Et s'il y avait un décès, rapidement quelqu'un prenait un vélo, se déplaçait. S'il y avait un message, les gens vraiment utilisaient le vélo. Les anciens vélos sont à nos jours remplacés par des vélos modernes. Maintenant, ces vélos-là n'existent pratiquement plus. Maintenant, c'est les vélos qu'on nous importe, les vélos reformés en Europe, qu'on amène ici, ou bien d'autres vélos VTT qui sont fabriqués, mais qui ne répondent plus à la même forme que les anciens vélos, qui étaient vraiment des outils de transport. L'avènement des motos à vitesse a aussi contribué à concurrencer le vélo à Kolda. C'est vers les années 1972 que ça a commencé à s'amenuiser avec l'arrivée des mobylettes, les bébés. D'abord, c'était les saches-moteurs, ensuite il y a eu les bébés, après il y a eu les Peugeot, et après il y a eu les grandes motos que nous voyons actuellement, Jakarta, Coupé et autres. Auparavant, les ateliers de réparation des vélos foisonnaient à Kolda-ville, mais avec la régression de l'utilisation de la bicyclette, les mécaniciens réparateurs de vélos peuvent se compter du bout des doigts. Les jeunes d'aujourd'hui n'acceptent pas d'apprendre la technique de réparation des vélos. Ils n'apprennent que celle des motos. Alors que nous avons tout appris. Je répare des vélos, des motos et je suis en même temps un vulgarisateur. Ce métier, je l'ai appris à Touba avant de revenir ici à Kolda auprès de Janfo. Dans toute cette zone, je suis le seul mécanicien qui répare des vélos, à part celui qui se trouve de l'autre côté vers la Samolo. C'est pourquoi je vous ai dit que notre métier est menacé de disparition, car les enfants d'aujourd'hui n'acceptent pas d'apprendre ce métier.
Malgré la commodité des motos à vitesse, certaines personnes préfèrent toujours se déplacer à vélo. Abdoulaye Diallo, merci. Le village de Ndiagne sous le choc plutôt, après le chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. En effet, sur les 26 décès enregistrés, 2 sont de cette localité située dans le département de Louga. Mamgor Diao et Modou Diao, 2 membres d'une même famille, âgés de 30 et 26 ans, ont péri dans ce drame survenu au large des côtes saint-louisiennes. Dans le village, c'est l'émoi et la consternation chez la population qui demande à l'État de venir en aide à cette jeunesse désespérée qui brave la mer souvent pour se rendre en Europe aux risques et périls. C'est un reportage signé Tiermefal. Mamgor Diao et Modou Diao font partie du groupe de jeunes candidats à l'émigration clandestine qui ont perdu la vie au large des côtes de Saint-Louis mercredi dernier. Ces 2 jeunes étaient bien connus et aimés dans leur communauté où ils étaient perçus comme des espoirs pour l'avenir. L'un était boulanger, l'autre était couturier. Tous les 2 ont péri en mer. C'étaient nos jeunes frères. Ils ont été inhumés ce jour. Nous invoquons la miséricorde divine en leur faveur. Que Dieu les accueille au paradis. Leur disparition tragique a laissé leurs proches, leurs amis et les habitants de Ndiagne dans un état de choc et de douleur indescriptible. On s'efforce de parler, mais tout le monde sait qu'on est consterné, c'est très dur. Des jeunes promus à un bel avenir, ils devaient plutôt être auprès de leurs parents, fonder une famille, vivre cette joie de procréer. Mais un beau jour, on vous annonce la mauvaise nouvelle. Selon leurs proches, Modou et Mamgor étaient parmi tant d'autres jeunes qui ont été contraints de prendre des mesures extrêmes en raison des difficultés économiques et des opportunités limitées. Leur décision de se lancer dans un voyage incertain vers l'Europe était motivée par un désir ardent de subvenir aux besoins de leur famille et de leur offrir un avenir meilleur. On n'y peut rien. C'est la volonté divine. Un jeune très aimable, attaché à ses parents. Que le paradis soit sa dernière demeure. Si ça ne tenait qu'à eux, ils feraient la fierté des parents. Ils leur auraient assuré une vie stable économiquement. Et vu l'éducation qu'ils ont reçue, ils auraient aimé satisfaire les parents. Il faut aider les jeunes à trouver du travail. Nous n'étions pas au courant que notre frère avait pris la mer. C'est dans l'amertume qu'il est parti. Son souhait, c'était d'être utile à la société. Nous avons les mêmes préoccupations. Réussir et aider nos parents. Le récit de leur disparition tragique soulève une fois de plus les défis auxquels sont confrontés de nombreux jeunes de la localité qui sont à la quête désespérée de moyens de subsistance. Cette situation n'est pas une première ici. On a 7 des nôtres disparus en mer il y a quelque temps. Aujourd'hui, ce drame vient nous frapper. Une nouvelle fois. C'est vraiment dur. Dans ce pays, tous les jeunes veulent partir. Nous demandons à l'État d'apporter des solutions à cette situation. Qu'il n'y ait plus de jeunes qui quittent le pays par la mer. Les jeunes sont de l'avenir de ce pays. Nous leur demandons d'arrêter d'emprunter les pirogues pour voyager. Selon des informations, au total, un groupe de 12 jeunes habitants de la commune d'Ndiagne faisait partie de ce voyage. Les autres ont tous survécu, sauf Modou Diao et Mamgor, qui malheureusement n'ont pas eu la même chance. Justement, le rappel des faits saillants de la semaine avec ce drame de l'immigration irrégulière au large de la côte nord, le chavirement d'une pirogue survenue à Saint-Louis. Dans un premier bilan, faisait état de 3 morts et plusieurs blessés, dont 2 graves. Un bilan qui est passé à 26 morts. La pirogue avait échoué au large de Gandiol dans la matinée après avoir quitté Joal vendredi dernier au Sénégal. Mais nous quittons à Joal pour aller en Espagne. 327 personnes étaient dans l'embarcation. Elles ont quitté Joal mercredi dernier, mais malheureusement, la pirogue qui les transportait a eu quelques difficultés avant de retourner sur Saint-Louis. Mais alhamdoulilah, je suis bien. Mais il y a des gens qui meurent, qui sont en PM. Le bilan est pour le moment très lourd. 3 migrants clandestins ont perdu la vie dans l'embarcation, selon le Dr Bakary Soga Boyan, médecin aux urgences de l'hôpital régional.
20 patients, n'est-ce pas? 20 patients dont 3 étaient des patients graves et les 17 autres des patients de blessures légères. Malheureusement, un des patients qui avait des blessures graves a succombé à ces blessures. Bon, ils nous ont rapporté qu'il y avait 2 décès mais qui est survenu sur les lieux, ces patients ont été acheminés directement au niveau de la morgue. Certains migrants ont pris la fuite une fois sur la terre ferme, mais selon Alpha Baldé, plusieurs jeunes ont disparu à quelques mètres de la plage. Il y a des gens, à proche de moi, je n'ai pas vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas est-ce que c'est mort ou pas. Si. Pour le moment, 19 migrants clandestins rescapés sont pris en charge à l'hôpital régional de Saint-Louis. 3 d'entre eux sont dans un état critique, selon les médecins. Rappelons-le, le bilan, justement, s'était alourdi dans les heures qui ont suivi. Il était passé à 26 décès. Le dialogue national, également convoqué par le chef de l'État pour un consensus autour de la date de l'élection présidentielle, a livré ses recommandations ce mardi. La date du 2 juin 2024 a été retenue pour le premier tour de l'élection présidentielle. La liste des 19 candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel maintenue. Le réexamen complet des dossiers de candidature avec la vérification de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise et de la situation fiscale des candidats. Un projet de loi d'amnistie a été entendu pour son adoption à l'Assemblée nationale. En lieu et place d'une participation au dialogue national, le groupe des 16 exige le respect de la Constitution et la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024. Ces candidats ont déposé une requête lundi au niveau du Conseil constitutionnel pour demander aux 7 sages de constater et de remédier formellement la carence du président de la République qui s'abstient de fixer la date de l'élection présidentielle en refusant ainsi de donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel. Cher Diop. Il avait promis, et chose faite, les membres de FC25 ont déposé la requête aux fins de constater et de remédier à la carence du président de la République du Sénégal. Les 16 des 19 candidats s'offusquent de la démarche de Macky Sall. Ils exigent la prise immédiate d'une date pour l'élection présidentielle et avant même le 2 avril. Cette carence va entraîner notre pays dans une situation relativement grave, puisque elle pourrait non seulement nous amener à une situation où le 2 avril, un président élu n'est pas encore installé, mais on ne sait même pas jusqu'où, compte tenu du dialogue qu'il a ouvert, on pourrait aller. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, qui a déjà dit dans son avis 1C du 15 février que la Constitution actuelle s'applique dans sa plénitude, doit constater cette carence-là et le risque qu'elle fait courir au pays et à prendre les dispositions nécessaires. Premièrement, de constater que le 2 avril, M. Macky Sall ne sera plus président de la République et anticiper sur la situation qui pourrait en résulter. Deuxièmement, faire prendre à M. Macky Sall toutes les dispositions utiles pour que immédiatement l'élection présidentielle puisse se tenir. Le président semble suspendre sa décision sur les conclusions du dialogue qu'il a convoqué. Ces candidats demandent au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités. Le Conseil doit fixer la date. Deuxièmement, le Conseil doit anticiper sur les risques de crise en constatant que M. Macky Sall peut nous amener au 2 avril sans qu'on ait un président installé. Et anticiper sur le vœu qu'il a de se faire un intérim au-delà du 2 avril et anticiper pour éviter que le Sénégal soit dans une crise. Si le Conseil ne prenait pas toutes les décisions de droit qui s'imposent, il participerait au chaos qui est prévisible et que tout le monde voit. Ils maintiennent leur décision concernant le dialogue. Ces candidats disent opter le dialogue avec le peuple sénégalais. La littérature était également au rendez-vous cette semaine avec le premier Grand Prix Sénégambie, une initiative qui célèbre les livres, les thèses et les articles scientifiques axés sur l'espace sénégambien. La cérémonie a eu lieu à Banjul, la capitale gambienne, pour célébrer les lauréats.
Le professeur Boubacar Bari du Sénégal et Moro Kouroubali de la Gambie se sont distingués. Nos reporters Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy étaient de la partie. Une rencontre pour honorer les lauréats du Grand Prix Sénégambie, une initiative pour récompenser les auteurs des ouvrages littéraires, de thèses, de mémoires et d'articles scientifiques. L'objectif de ce prestigieux prix, qui est à sa première édition, est de renforcer les liens au sein de l'espace sénégambien et de promouvoir la diversité culturelle. Les deux pays ont travaillé. Au mois d'octobre dernier, un jury a été mis en place côté sénégalais. Nos amis gambiens ont fait la même chose. Et on s'est retrouvés début février à Toubacouta pour délibérer parce que séparément chaque jury avait fait le travail. Cette délibération a eu lieu et au sortir de l'activité, côté Sénégal, c'est le professeur Boubacar Bari qui a été retenu comme lauréat. Selon les ministères de la Culture des deux pays, la mission est de stimuler la création littéraire et scientifique en Sénégambie à travers ce prix, tout en réfléchissant à des moyens de reconnaissance des auteurs qui contribuent à cette union. Nous sommes en Sénégambie. Le Sénégal et la Gambie je crois, sont un des rares pays qui ont réussi à trouver un nom qu'ils partagent, la Sénégambie. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais c'est parce que c'est une réalité historique, une réalité très ancienne. Ces deux pays ne font en réalité qu'un seul pays. On a l'impression de ne pas passer d'un pays à un autre. Quand on va de Kaolack à Bignona, quand on va de Oussouye à Séléti, quand on va de Tambacounda à Birkama. Boubacar Bari du Sénégal et Moro Kouroubali de la Gambie ont été récompensés chacun d'une somme de 5 millions de francs CFA pour leurs ouvrages exaltant les mérites et les avantages de la Sénégambie. À la suite de son travail gigantesque et remarquable autour de la Sénégambie, une monographie qui embrasse l'histoire de l'espace sénégambien sous diverses coutures. Et du côté gambien, c'est le docteur Moro Kouroubali qui a été choisi par le jury local. La Gambie et le Sénégal, comme on a l'habitude de dire, c'est deux pays, un seul peuple. Ces temps-ci, nous avons donc trouvé Moro Kouroubali et son livre sénégambien de Unity We Seek plus apte à ce moment. Pour une première édition. Pour les éditions futures, il est envisagé de subdiviser ce Grand Prix en plusieurs catégories couvrant les domaines des sciences, de la littérature et des thèses, afin de permettre à un plus grand nombre de candidats de concourir. On annonçait également dans les titres de ce 20h 14 millions de primes pour des agents du ministère des Sports et certains fédéraux. Une situation qui a créé beaucoup de polémiques cette semaine au sein même du ministère. Pour les acteurs, la confection de la liste officielle pose souvent problème pour certains. Il faut revoir même la taille des délégations, mais surtout revoir cette question de répartition des primes pour des gens considérés comme des bénévoles. C'est un dossier signé par Faragning et Tierno Laurent Mendy. C'est une question qui a suscité des interrogations, mais sur le principe, il n'y a aucune violation des règles. Il s'agit de la répartition des primes de la CAN. Les fédéraux et les membres du ministère des Sports ont reçu la même somme que Sadio Mané et ses coéquipiers, qui ont pourtant mouillé le maillot sur le terrain. Pour certains, cela devait se passer autrement. Le débat ne devrait même pas se poser, parce qu'il y a ce qu'on appelle un arrêté ministériel qui fixe ce qu'on appelle une délégation officielle. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le football. Il y a beaucoup d'argent. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ce qui est légal est juste? Ce n'est pas forcément vrai. Ce qui est légal peut ne pas être juste. C'est à ce niveau-là qu'on se situe toujours le problème. Si un joueur, le joueur de l'équipe nationale, il gagne, si vous franchissez le premier tour, 7 millions, forcément, un agent du ministère ou un agent de la fédération doit avoir le même montant. Ça aussi, c'est une autre question qu'on devrait se poser. Donc, je crois que cette question, elle est très pertinente. C'est d'autant plus inacceptable au niveau du ministère, où c'est des fonctionnaires de l'État qui, dans le cadre de leur mission, comme tous les autres fonctionnaires, je pense qu'il y a des normes à respecter. Donc, je ne comprends pas comment un fonctionnaire
peut gagner autant qu'un footballeur qui a gagné une compétition ou en tout cas qui a eu à faire des performances. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans ce sens-là et le football sénégalais ne devrait pas souffrir de ça. Que font ces dirigeants dans les compétitions? Ces dirigeants méritent-ils leur pactole à l'origine des dissensions au sein de leur structure? Le nombre de la délégation varie en fonction des compétitions. Si c'est une compétition à élimination directe, aller-retour, on n'a pas besoin de 60 personnes, on a besoin de 30 personnes, 35 personnes. Si c'est pour aller à une compétition de 15 jours, on n'a pas besoin de 7 hommes. Mais si c'est une compétition de 21 jours, c'est différent avec une compétition de 30 jours. Donc la Coupe d'Afrique c'est 30 jours, la Coupe du Monde c'est 30 jours. Donc la délégation, aussi la taille de la délégation. Et l'importance mais aussi de la délégation. Parce que l'équipe nationale A, tout le monde sait que c'est l'équipe nationale A. L'équipe nationale A voyage en vol spécial. Il y a des gens qui travaillent comme des forces nées. Une personnalité comme Amadou Kane, moi je l'ai vu à l'œuvre. Pendant ce temps, je vois aussi d'autres personnalités qui sont au niveau de la Fédération sénégalaise de football qui n'ont même pas effectué le déplacement, qui sont restés à Dakar. Et je ne crois pas que celui qui est sur le théâtre des opérations mérite plus que celui même qui est resté à Dakar. Idem pour le département des sports. C'est déplacé qui est sur le théâtre d'opération, qui part avec l'avion spécial, qui est logé dans un hôtel 5 étoiles, qui est nourri, blanchi et qui, quand il rentre, il touche même son salaire. Il est plus méritant que celui-là même qui est resté à Dakar, qui garde la maison. Une fois n'est pas coutume, ce sont les agents du ministère des Sports qui crient au scandale après ceux de la fédération qui accusaient les fédéraux de micmac dans la confection de la liste des bénéficiaires des primes pour le sacre continental. Puisqu'on l'a vécu déjà lors de la dernière CAN où le Sénégal avait été sacré. Mais cette fois-ci, c'était au niveau de la fédération où les gens ont failli même en venir aux mains. Il y a eu une tension énorme. Aujourd'hui, c'est du côté du ministère. Donc je pense qu'on devrait revenir dans l'orthodoxie. C'est le premier trophée continental du Sénégal, à part les Jeux de l'amitié. C'était avec Séni Saliou Dia et l'autre là, comment dire, Kissar, Badara Sarr. Mais on n'avait même pas de médecin, on avait un kiné, il n'y avait pas de ramasseur, ni d'intendant. C'est moi, chef de délégation, qui était intendant. Mais on avait pratiquement 30 000 francs par jour. Et au retour, les gosses devaient toucher une prime du gouvernement, ils n'ont pas touché. Mais les gosses, ni la fédération, ni le ministère, ils n'avaient pas eu de prime de victoire et c'était le premier trophée. C'est moi en tant que dirigeant qui les ai offert de l'argent pour qu'ils puissent passer la Tabaski. Et ce que j'ai fait, CR5 le faisait, Augustin le faisait, Ablaye Sow le faisait, mais au niveau des dirigeants, les gens le faisaient. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas d'argent, les gens ont eu à galérer. Une méfiance entre les structures qu'il faut éviter de faire perdurer. D'une manière globale, je pense que le Sénégal aussi gagnerait à revoir sa délégation au niveau des compétitions internationales, surtout au niveau de la CAN. Moi, j'ai été à plusieurs CAN, mais la manière dont le Sénégal se déplace, il n'y a que le Sénégal qui le fait. Le problème il est d'autant plus crucial que même pour composer aujourd'hui une délégation officielle, ça pose problème aussi bien au niveau du département des sports qu'au niveau de la Fédération sénégalaise de football. On a comme l'impression qu'on essaie même de cacher aux journalistes qu'est-ce qui compose la délégation officielle. Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'argent. C'est ça le problème. Il va falloir qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute pour voir exactement dégager une somme. Pas seulement pour les gens qui sont dans la délégation officielle, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que même aujourd'hui, vous voyez des présidents de clubs qui vous disent, mais s'ils ont touché 105 millions de francs CFA, si je prends l'exemple de la dernière Coupe d'Afrique. Le sport sénégalais dans son ensemble souffre d'un problème criant de moyens. L'argent qui va aux officiels bénévoles pour la plupart d'entre eux gagnerait à être mieux investi chez les acteurs directs pour qu'ils vivent mieux de leur métier. Autant de récompenses à coups de millions qui forcément poussent à des luttes internes pour faire partie de ces délégations. Farning, merci. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes, compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.